Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, c'est Abdelkrim Bennani, notre Président, et chers membres de l'association, chers amis, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le professeur Jean-Marie Haidt, qui nous fera l'immense plaisir de présenter son ouvrage sur le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir. Je voudrais, au nom de notre président et de tous les membres de l'association, vous remercier d'avoir accepté de présenter votre contribution, dont on dira très certainement la pertinence au regard de l'approche, au regard également des réflexions qui sont développées. Et je sais que vous êtes très sollicité aujourd'hui à l'association, demain à la faculté et peut-être dans d'autres institutions. Et ces sollicitations sont à la mesure de votre œuvre, qui sans nul doute fera date. On le constatera tous ensemble dans quelques instants. Avant de vous donner la parole, si vous le permettez, un mot rapide de remerciement de Sirajdi Rodriri, après quoi vous aurez le mot, et puis peut-être pour terminer, si Hachem El Rodriri un mot de clôture. On fait comme ça, chers amis. Bien là. Monsieur Sidi Abdelkrim Bennani, président de l'association Ribat al-Fatih. Monsieur le professeur Jean-Marie, mesdames et messieurs, distingués amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son excellent monsieur le président de l'association Ribat al-Fatih, Sidi Abdelkrim Bennani, pour avoir eu l'amabilité d'accueillir cette cérémonie au sein du siège de son honorable association. Je tiens à lui témoigner, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs, notre reconnaissance pour le travail remarquable qu'ils remplissent avec un sens élevé du patriotisme et un professionnalisme exceptionnel au service de la culture marocaine et ses valeurs authentiques, leur engagement en faveur de la créativité dans divers domaines culturels, scientifiques, littéraires et artistiques, et également dignes de notre plus haute admiration. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude et ma haute estime à notre ami, le professeur Jean-Marie Haidt, pour avoir accepté l'invitation qui lui a été adressée et venir honorer notre assemblée de sa présence afin de nous présenter son nouvel ouvrage intitulé « Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir ». Son engagement inlassable en faveur des positions et des intérêts de notre pays sur la scène internationale auprès de l'opinion publique mondiale force le respect. Il fait preuve d'un courage moral et d'une audace politique rare parmi les amis et alliés du Maroc. Nous saluons également son implication active dans toutes les initiatives et activités de la société civile des Marocains du monde visant à renforcer et à multiplier les expressions de solidarité avec le Maroc, à plaider ses causes et à témoigner en faveur de ses engagements au service de la paix et de la coopération entre les peuples, conformément aux directives sages et avisées de notre auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Par une diplomatie parallèle, citoyenne, dynamique et audacieuse, il œuvre à promouvoir la crédibilité de notre pays et sa réputation tant appréciée et enviée dans le concert des nations. Je vous remercie. Professeur, à vous. Oui, c'est bon, voilà.
Monsieur, alors je vais cacher par le photographe, Monsieur le Président de l'association, Excellence, Monsieur le Doyen, chers amis, Mesdames et Messieurs, je pense qu'on peut laisser, je ne sais pas qui est la technique, je pense qu'on peut laisser la lumière parce que l'objet du PowerPoint, ce n'est pas de commenter ce que je vous dis oralement, c'est simplement de vous montrer un certain nombre de photos, d'images qui sont dans le livre et qui ont été sélectionnées pour que vous ayez une idée plus précise de la diversité des choses dont je vais parler, mais il n'y a pas de texte. Donc c'est uniquement de la photo et de l'image à part cette première page. Donc je pense qu'on peut laisser la lumière allumée, ce sera plus confortable pour tout le monde. Alors je suis bien sûr très heureux et très honoré de me retrouver parmi vous cet après-midi pour présenter ce livre qui en fait a une petite histoire dans sa genèse, j'ose dire, et surtout avant, parce que certainement vous posez peut-être la question, lorsque nous avons échangé un peu au téléphone aussi, la question de se dire, mais pourquoi un touriste du haut de ces montagnes vivant en France, en Alsace plus particulièrement, écrit un livre sur le Sahara marocain, sachant que je n'étais pas habitué à venir en vacances, tout simplement, en villégiature au Maroc. Je suis souvent venu, énormément venu, mais dans le cadre de mes activités au Conseil de l'Europe notamment, et dans les liens lorsque je présidais le centre nord-sud du Conseil de l'Europe, où nous avons pu travailler ensemble. Donc, pourquoi cet ouvrage et d'où sort-il et donc, je ne vais pas vous livrer un CV, mais simplement vous expliquer le contexte, puisque en 2019, j'ai eu le grand honneur et le plaisir d'écrire un autre livre sur Sa Majesté Mohamed VI, Vision d'un roi, action et ambition. Et à l'apparition de ce livre, j'ai eu deux types de réactions de la part des personnes que je rencontrais. D'abord, les personnes qui, soit du Maroc, soit des Marocains du monde, étaient très honorés de prendre connaissance de ce livre, même si maintenant, en 5 ans, je me rends compte que combien les choses ont évolué et combien maintenant il manque d'informations, puisque en 5 ans, énormément de choses ont bougé ici au Maroc et c'est pas forcément connu à l'extérieur. Donc, ces personnes ont été, les Marocaines et Marocains, honorés de découvrir et de pouvoir prendre connaissance de ces éléments-là. Et puis, de l'autre côté, j'ai rencontré des personnes qui ont été étonnées, qui ont été surprises et qui m'ont dit mais comment toi qui, pendant des années, a été, dans le cadre du Conseil de l'Europe, un grand défenseur des droits de l'homme, etc., comment tu peux écrire un livre sur le Maroc ? Ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ou ils ont un regard faussé, ou un regard ancien, il y a quelque chose qui pose problème. Alors on a commencé à échanger, et je me suis rendu compte que la méconnaissance était forte à ce moment-là, qu'il y avait une méconnaissance importante. Et alors, je ne vous dis pas, lorsque on a abordé la question des provinces du Sud, alors là, la méconnaissance était encore plus importante, puisque si je pense qu'on est tous d'accord sur la question, il y a un mot qui résonnait fortement en écho à ces personnes, c'était le fameux mot d'autodétermination. Bon, je disais, la page est tournée, on parle plus de ça en tant que tel. Et pourtant, c'est un mot qui, je ne vous fais pas un dessin, qui inspire quelque chose de la part de certains. Sauf qu'on a complètement oublié que bon nombre de situations et de pays, on ne leur a pas demandé cette autodétermination. J'évoquais encore à midi un simple fait, vivant à Strasbourg, à la fin de la guerre mondiale, lorsque l'Alsace est redevenue française, on n'a pas demandé aux Alsaciennes et aux Alsaciens ce qu'ils voulaient. Pas du tout. On leur dit, vous êtes français, point terminé. On a enlevé les enseignants français pour les mettre dans les autres territoires français et on a mis des enseignants des autres territoires en Alsace pour être sûr que l'on rompt avec le dialecte local et que les Français de France comprennent ce qui se disent et ne comprennent pas parce que l'alsacien est méconnu. Donc vous voyez le parallèle que je fais avec la langue, avec la culture et avec l'histoire. Bon.
Mais c'est pas pour ça que je me suis dit, c'est simplement pour vous expliquer le contexte et de dire que ce qui m'a vraiment surpris et déçu, c'est qu'en fait, ces réalisations de ces 25 années étaient totalement méconnues par bon nombre de personnes, y compris d'ailleurs par des Marocains et des Marocaines qui avaient une idée, à l'étranger, hein, dans le monde, une idée lointaine, parce que plus de liens familiaux très forts, qui disaient, ah bah tiens, je savais pas ça, j'ai découvert. Donc ça, c'était la première étape, et donc qui m'a conduit à dire, bon, comment est-ce que l'on peut essayer de faire quelque chose qui soit abordable, qui soit pas académique comme on a l'habitude, monsieur le doyen, de le faire dans les universités, qui est réservé à un type de population, à une élite qui sait l'interpréter, le lire, le faire de façon que le grand public puisse le lire, illustré par des photos, ce qui a été le cas. Donc un entre-deux. Mais je ne voulais pas non plus rester dans la démarche, encore une fois, académique, en travaillant sur les documents d'archives, en travaillant sur des différents travaux aux réalisations, mais je voulais aller sur le terrain, et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines, où j'ai sillonné dans les provinces du Sud, où j'ai rencontré bien sûr les institutionnels, mais pas que les institutionnels. J'ai voulu rencontrer le Kidam, les gens du terrain, j'ai voulu rencontrer les familles qui y vivaient, celles qui avaient vécu des moments difficiles ou pas et qui se positionnaient. Donc ça a été très intéressant et ça a illustré ce qui fait le contenu de ce livre en tant que tel. Autre élément qui m'a interpellé et qui m'a beaucoup plus, j'ai envie de dire, préoccupé, c'est que j'ai eu la chance en 2021 que je puisse aller notamment à Darla pour les élections législatives et régionales et locales en tant qu'observateur des élections. Et avant de partir, je rencontre des membres de la délégation du Conseil de l'Europe, la délégation parlementaire du Conseil de l'Europe nommée pour aller observer les élections au Maroc. Et on en échange et je leur dis, vous allez où, hein? On va dans le sud. Ah bon, je dis, on va se voir puisque moi je serai à Darla. Ah non, on va pas. Ah non. Bon, j'étais un peu surpris, je dis, mais... ah non, nous, le sud, non, on va à Marrakech, on va à Agadir. Je dis, mais le sud... enfin voilà, de remission, elle était là, elle n'était pas ailleurs. Mais ça m'a interpellé, parce que ça voulait quand même dire que des parlementaires donc, qui baignent dans un environnement politique puissent avoir de telles réactions. Alors je ne dis pas que c'est tous, c'est quelques-uns, mais et ce n'est pas des parlementaires marocains, rassurez-vous. Hein, c'était tous des parlementaires non marocains, sinon ils ne pouvaient pas être observateurs. Hein. Donc voilà, donc ça a été encore un élément de plus pour dire, bon, j'enfile cette, je ne sais pas s'il y a un écho, hein, je ne voudrais pas que ça dérange, j'enfile l'armure du Globetrotters, je vais essayer de faire un travail qui permette de proposer un autre regard, qui permette d'être une invitation au voyage et qui soit quelque chose d'attrayant. Alors, d'où les photos que vous voyez défiler, qui sont dans des thématiques très différentes les unes des autres, hein, dans le fondu enchaîné. À cela s'est ajouté donc un point d'interrogation qui était important pour moi, c'est de me dire, ces provinces du Sud ont quand même été en grande partie sous l'égide espagnole pendant des années, vous savez mieux que moi, et que j'avais besoin d'avoir une parole espagnole dedans. Et j'ai eu la chance, pour ne pas dire le bonheur, que M. Zapateros, l'ex-président du gouvernement espagnol, ait proposé de me faire la préface du livre en tant que tel. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait cette note politique pour laquelle moi je ne rentre pas dans le débat politique-politicienne parce que c'est pas mon rôle, mais cette note politique avec le regard du recul et de ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça comme une plus-value et voilà. Donc ça c'est d'une façon générale. Ajouter à cela la mission d'observateur, ajouter à la passion de la rencontre sur le terrain de ce qu'on peut le faire, m'a permis de découvrir vraiment un certain nombre d'aspects des provinces du Sud avec leur culture, leur marocanité, leur spécialité, leur spécificité locale. Donc le livre, de façon générale, c'est pas non plus un livre d'historien, mais je n'ai pas voulu éluder la question historique, évidemment, de la territorialité. Donc là, je me suis référé aux travaux d'un certain nombre d'historiens marocains et d'autres territoires
en tant que telle, sans focaliser sur l'historicité même, mais elle est clairement affichée en tant que telle. Et puis, surtout de rappeler, de faire comprendre de façon, comme je le disais à la presse, de façon simple et abordable, pour que l'on puisse facilement, que tout individu puisse non seulement s'inspirer des choses qui ont bougé, mais en même temps être porteur. Parce que si chacun d'entre nous est porteur d'une petite chose positive et constructive, ça amplifie autant le regard qui peut être posé et ça démystifie un certain nombre. Je fais une petite parenthèse. Dans le précédent livre, Sa Majesté, lorsqu'on me faisait le reproche de la question des droits, je disais aux personnes, mais est-ce que vous pouvez me dire, je parle de la Suisse par exemple, je connais un peu quand même, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand les femmes ont le droit de vote en Suisse? Alors, ça fait longtemps, mais les derniers cantons, c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, c'est pas si vieux que ça. Ça fait à peine 40 ans. Pour un pays dont on dit que la démocratie, que l'évolution, que la citoyenneté, bon, et un certain nombre de choses comme ça que l'on peut énumérer. Et c'est par des choses simples mais repérables et fiables que l'on peut être porteur d'un discours en disant oui, d'accord, il y a tout ce chemin à faire, mais regardons le chemin qui a été parcouru, et ça c'est valable au-delà des provinces du Sud, hein. Regardons le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant. Eh bien, pour certains pays, certaines régions, il faut plus de temps. Pour d'autres, c'est plus rapide, mais ça tient compte d'un environnement et ça ne tient pas compte simplement d'un calendrier en tant que tel. Et ça me paraissait important d'être vigilant, notamment lorsque on parlait des provinces du Sud. Ensuite, vous le savez bien mieux que moi, un certain nombre de déclarations, de discours de Sa Majesté envoyés à travers sa position visionnaire des provinces du Sud, un certain nombre de projets, d'orientations qui pouvaient se développer. Et donc, c'était l'occasion pour moi de voir sur le terrain la concrétisation de cela, parce qu'il y a un certain nombre de concrétisations qui aujourd'hui ont déjà vu le jour, d'autres qui sont en cours ou d'autres qui sont en projet. Et j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas un jour, voire il n'y a pas une semaine, sans que quelque chose de nouveau se fasse, se lise, se contractualise en tant que tel. Et ça me paraît vraiment important de le souligner. D'une façon globale, si les provinces du Sud ont connu jusqu'à maintenant en très peu de temps une évolution incroyable, un symbole simplement qui me vient à l'esprit. La toute première fois où j'ai été à Darla, l'avion se posait, c'est tout symbolique, hein, se posait, mais il n'y avait pas de taxiway, il n'y avait pas de parking, il y avait le bâtiment et la piste. Il allait en bout de piste, il faisait demi-tour, il revenait, comme un certain nombre de petits aéroports que l'on retrouve partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a un taxiway, il y a un parking, il y a un nouveau bâtiment, il y a l'aviation privée qui s'est développée. Ça, en l'espace de très peu d'années. Donc, je veux dire, ce sont des petites choses comme ça que l'on met une à une, comme des maillons sur une chaîne, et qui permet de voir un petit peu l'intégralité de ce qui s'est fait, et qui me font dire que les provinces du Sud, mais également le Maroc dans sa globalité, en l'espace de 25 ans de règne de Sa Majesté, a fait un bond, pour moi part, de 50 ans. 50 ans d'évolution, si on regarde il y a 25 ans, et que l'on fait en chiffres, en photos et en réalisation, et que l'on regarde aujourd'hui, eh bien, par rapport à d'autres pays, c'est 50 ans d'évolution qui se sont faites. Et je crois que, peut-être même plus, mais au moins 50 ans. Et ça me paraît important parce que du coup, on en arrive, et je sais que, Excellence, vous qui connaissez le domaine de la diplomatie, je pense que le développement dans la reconnaissance par la communauté internationale est importante parce qu'elle commence de plus en plus à s'imprégner en disant oui, le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est plus le Maroc d'hier, c'est un partenaire fiable avec qui on peut construire. Et ça, on le ressent. Alors, on le ressent fortement parce que les provinces du Sud avancent, mais plus généralement pour l'ensemble des régions concernées. Alors,
Parlons un petit peu du livre pour vous donner quelques exemples de ce que j'y ai rassemblé et qui sont dans les images. Il n'y a pas toutes les photos, il n'y a qu'une partie de ces photos-là, mais où j'évoque donc ces perspectives et ces changements dans des domaines que vous connaissez et qui sont importants pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est de savoir la question de l'énergie. On en parlait encore tout à l'heure, l'énergie renouvelable et ce potentiel qu'est le solaire et l'éolien, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas loin des énergies, qui est l'hydrogène vert. Et je crois que c'est vraiment un élément important. Lorsqu'on voit, il y a une photo où vous voyez le câble sous-marin qui relie Tantan au Royaume-Uni et qui va permettre de fournir 8% des besoins britanniques. 8% des besoins britanniques, c'est pas rien en tant que tel. Qui aurait eu l'idée qu'il y a encore 25 ans, on allait dire que le Royaume du Maroc allait fournir au Royaume britannique 8% de l'énergie électrique dont ont besoin les Britanniques. C'est encore une fois des petites choses simples mais qui ont une portée incroyable. Bien sûr, dans le domaine de l'énergie, vous le savez, c'est cet objectif de l'indépendance énergétique ô combien importante qui se développe et qui est nécessaire. Dans un tout autre domaine, je les évoque juste comme ça, c'est la question de l'eau et de la désalinisation, avec l'évolution et les problèmes hydriques qui se posent. Eh bien, il y a les évolutions, les implantations au Maroc, mais il n'y a pas que cela. Il y a peu de temps, juste avant la Covid, je travaillais avec le gouvernement, le ministère du Développement social en Jordanie, et la Jordanie a un problème crucial au niveau hydrique, presque bien plus grave que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant dans plein d'autres pays. Eh bien, le système mis en place en Jordanie est un système épaulé par le Maroc. C'est la technique marocaine qui est développée parce qu'ils ont plein de terres complètement arides dont ils ne peuvent rien faire. Donc il y a au-delà de la réalité locale une intervention largement au-dessus. L'eau, ça nous mène à différentes productions et j'ai eu l'occasion de visiter les productions agricoles et halieutiques des provinces du Sud qui, effectivement, sont encore un petit exemple. Dans ces amis qui étaient un peu détracteurs après le premier livre, un jour, je suis chez eux à l'apéritif et ils ont des petites tomates cerises sur la table. Et je leur dis, en fait, les tomates cerises, elles viennent d'où? Ils me disent du supermarché. Très bien, mais encore, on ne sait pas. Je lui dis, tu as encore le carton où c'était emballé? Oui, oui. Elle me ramène la personne un carton Azur. Je lui dis, Azur, je connais, j'ai visité la production des tomates cerises Azur dans la région de Darla. Ah bon? Et donc, encore une fois, voilà, des petites choses mises bout à bout qui permet de découvrir. Et sous l'halieutique, évidemment, avec les perspectives de Darla Atlantique, sur ce plan halieutique, c'est la richesse qu'il y a dans l'océan Atlantique, en sachant que le port, ce n'est pas que ça, c'est aussi cette nouvelle route vers l'Amérique qui s'ouvre et qui va permettre, en complément de Tanger-Med, de faire une liaison. Et dans les derniers propos qui ont été tenus de Sa Majesté, avec l'étendue au pays du Sahel et à l'Afrique de l'Ouest, c'est de permettre ce désenclavement aussi. Donc ce n'est pas simplement le territoire marocain dans son entité avec les provinces du Sud, mais c'est aller au-delà et c'est positionner différemment dans une constellation différente la réalité de ce qui est possible et de ce qu'offre aujourd'hui un Maroc complètement métamorphosé ces dernières années. Là s'ajoutent les infrastructures, puisque les infrastructures, je l'évoquais, c'est le hub de Darla Atlantique, effectivement, mais c'est également ces réalisations routières récentes qui permet. Alors c'est toujours assez surprenant, parce que quand on a un bras d'autoroute tel qu'on le voit, mais qu'à un moment donné, parce que le vent a un peu soufflé, on a un peu de sable qui vient et on se dit tiens, c'est comme en Suisse quand on a la neige, mais c'est du sable, quoi. C'est un beau sable blanc. Donc les infrastructures routières et aériennes
On parle même dans des perspectives assez sérieuses d'un train prévu vers Darla pour dans 15 ans. Donc j'y crois. Je ne sais pas où est avancé ce projet, mais tout récemment on m'a fait état de cela. Et puis les infrastructures routières, c'est lié aussi les pays. Et je crois que le travail diplomatique devient payant, avec la Mauritanie notamment, puisqu'on veut établir plus fortement des liaisons en tant que telles. Dans un tout autre domaine, c'est la santé, c'est l'hospitalier. Et donc, on a aujourd'hui, que ce soit à l'Aïoun avec le CHU, j'ai vu les débuts des travaux du CHU et qui s'achèvent maintenant, avec la formation des nouveaux et des jeunes médecins. On n'aurait pas pensé non plus qu'on aurait un CHU à l'Aïoun dans les années 2025 comme nous sommes maintenant. Alors un élément auquel on ne pense pas forcément, mais qui a son importance, et moi que j'avais découvert, c'est la question touristique, mais la question touristique par une population auquel je ne pensais pas. Ce sont les pratiquants du kitesurf. J'ai rencontré des personnes qui font du kitesurf et qui me disaient « Ah mais nous on va depuis des années à Darla, depuis qu'existe le championnat du monde de kitesurf à Darla, puisque la lagune, l'océan et les vents et le soleil, c'est tout à fait propice à la pratique de ce championnat mondial. Et donc bien avant que les choses ne bougent, ils y sont allés. » Donc voilà, c'est encore un autre domaine des réalisations. Après, quand on rentre plus particulièrement sur la question des provinces du Sud et leurs particularités, c'est la place et la valeur de l'artisanat. Dans tous les pays du monde, on fait de l'artisanat et on essaye de le vendre au tourisme ou le vendre aux mélancoliques. Enfin, c'est perçu souvent comme ça, avec parfois des produits à l'autre bout de la planète, dans un pays asiatique, qui sont des copies plus ou moins bonnes. Là, pas du tout. Je veux dire, lorsque j'ai rencontré à plus d'une reprise les lieux de fabrication et de soutien à l'artisanat, c'est d'abord et spécifiquement de l'artisanat au quotidien. Et ça, c'est important, parce qu'on fait ces produits-là, c'est-à-dire les produits de l'habillement, ou que ce soit le culinaire, ou que ce soit dans les différents domaines de fabrication, pour s'en servir au quotidien. Et donc, lorsque la première fois, il y a quelques temps maintenant, j'ai été invité dans une famille à boire le thé, on m'a dit « Ah non, mais ici, c'est pas le thé du Nord, hein, ça n'a rien à voir. » Et j'ai découvert la cérémonie du thé qui dure je ne sais combien de temps, mais c'est agréable. On était 3 cette fois-là, la première fois, on était 3, ils viennent avec 9 verres. Bon, je leur ai dit, ils boivent beaucoup de thé. Et on me dit, et puis alors, pas d'électrique, hein, charbon de bois, hein, etc., etc. Bon, et donc on m'a appris à faire le thé en me disant, ça n'a rien à voir, c'est notre thé. D'ailleurs, au demeurant, quand on m'a posé la question, c'est le point commun entre le nord et le sud. Entre Tanger et Darla, le point commun, c'est le thé, mais dans la diversité. C'est-à-dire, c'est pas le même, et pourtant, c'est le même principe en soi, mais développé différemment. La question culinaire, j'en ai mis il y a quelques photos, j'en ai dit un mot. La question linguistique, évidemment, dans les régions, avec 3/4 de Sahraouis qui parlent le hassani, cette identité culturelle marocaine, ce dialecte est pratiqué, est reconnu et défendu haut et fort. Et pourtant, tous ceux que j'ai rencontrés, pas un n'a dit le contraire, ils sont d'abord marocains. Je vais revenir sur cette idée après, hein, mais ils sont d'abord marocains dans la diversité. Je viens dans ma liste des choses, perspectives et changements, et Monsieur le Président de séance, si je suis trop long, n'hésitez pas à me couper, parce qu'une fois que je suis parti, la passion... Bon, merci. Merci, Monsieur le Doyen. Les investisseurs, évidemment, ils étaient timides au départ, parce que aller investir dans les provinces du Sud, ils avaient quand même l'image du territoire, après le départ des Espagnols, qui n'était pas un territoire qui encourageait forcément un investissement, quoi, hein. Aujourd'hui, les investisseurs se bousculent, et le tout dernier, puisque je parlais d'hydrogène avant, c'est le contrat qui a été signé avec H2E Global Energy, qui va développer, qui va booster
la question de l'hydrogène et qui, sur ce plan-là, la réalisation et la perspective, c'est que le Maroc soit sur la scène mondiale incontournable en la matière. Donc, il n'est pas exclu que demain, en dehors des produits et de ce qui est fabriqué, il y a un produit phare nouveau qui se développera et qui est soutenu par les investissements étrangers en tant que tel, mais avec la mainmise toujours locale et marocaine. Ça soit, c'est pas une question de vendre les choses comme. Donc, vous l'aurez compris. Tous ces aspects sont de nature à métamorphoser les provinces du Sud dans le cadre de ce Maroc en constante évolution. Et j'ai envie de dire que tout ça, c'est possible parce que vous avez 3 atouts. Il y en a peut-être plus, mais je retiens 3 atouts principaux dont bénéficie le Maroc. D'abord, c'est un atout démographique. C'est-à-dire que vous avez une population jeune, 30% de la population a moins de 25 ans. Si c'est bien accompagné, structuré, construit, c'est une richesse incroyable pour les années à venir. Il faut que cette richesse puisse se développer sur place, qu'il n'y ait pas, dont on parle, la fuite des cerveaux et autres. On sait qu'il y a beaucoup de Marocaines et de Marocains dans le monde qui ont réussi formidablement bien et qui portent haut les couleurs du Maroc. Mais on sait aussi que certains d'entre eux le font, ils reviennent régulièrement, non pas simplement en famille, ils reviennent pour partager le résultat de leurs connaissances, pour partager les réalisations qui peuvent se faire, et ça c'est effectivement important, alors que d'autres pays, comme dans les pays européens, où là c'est pas du tout 30% de la population de moins de 25 ans, c'est une population qui avance en âge, qui a un renouvellement très faible et qui est, depuis déjà un moment, et ça va s'amplifier, amené à appeler des intervenants, des travailleurs, des chercheurs étrangers par manque de population. Donc vous êtes dans une situation plutôt faste avec ça au niveau démographique. Ça, c'est un atout qu'il faut absolument privilégier et qui est privilégié dans les intentions que j'ai l'occasion d'observer. Deuxième, que je dirais, c'est cette unité nationale, cette intégrité territoriale et cette identité où on peut qualifier peut-être tous différents, mais tous marocains. Je l'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré les Marocains du monde et avec mon ami qui est là et qui s'occupe beaucoup de la diaspora marocaine un peu partout depuis son implantation en Belgique. Lorsque je les rencontre un peu partout, lorsque j'ai présenté le livre ou que je vais le présenter en Allemagne, en Italie, en Belgique, etc., aux Pays-Bas, ils sont tous unanimes qu'ils aient une relation active avec le Maroc parce qu'ils ont de la famille encore qui y est, ou ils vont en vacances régulièrement, ou qui sont plus distants parce que c'est de la 2e génération, voire la 3e. Le discours est identique. Ils ont leurs racines marocaines en tant que telles, et quel que soit le lieu où ils vivent dans le monde. Et ce qui m'a encore plus surpris sous cet angle-là de cette unité nationale, c'est toute l'importance qu'ils accordent à ce qui est l'allégeance, que vous appelez la baya, je le prononce très mal, Monsieur le Président, mais parce que, en fait, cette liaison-là, il y a quelques années, je ne la comprenais pas. J'avoue franchement, humblement, je me disais, mais bon, en plus, en Suisse, où il y a un système où la monarchie germanique de l'époque a disparu depuis fort longtemps, n'a plus lieu d'être, même si, enfin pas même si, parce que le pacte de 1291 a modifié les choses et que le citoyen, il est souverain en tant que tel, hein, c'est dans les textes écrits en tant que tel, ou en France, où le système de la République, tout comme en Belgique ou ailleurs, ont montré aussi leurs limites. Là, vous avez la chance de pouvoir vous inscrire dans la durée au niveau des projets, dans la durée au niveau de la fiabilité, parce qu'il y a, je veux dire, depuis des décennies, depuis des siècles même, avec la dynastie, la possibilité d'avoir quelqu'un qui est un repère fiable, qui est visionnaire en plus, c'est ce que j'ai expliqué dans le précédent livre, et qui, dès le départ, a voulu que ce nouveau Maroc dans le rayonnement mondial prenne une tournure différente.
Et je crois que cette évolution est bienvenue, mais c'est ce rapport, quand je reviens à l'allégeance, c'est ce rapport que le souverain et le peuple et le souverain ont, et qui est méconnu. Mais vous en parlez, par exemple, à des Français, ils se demandent c'est quoi ce truc-là, excusez-moi l'expression, hein, c'est pas un truc, mais je veux dire, ils sont, je veux dire, dans l'esprit français, c'est pas du tout compris, c'est pas compréhensible. Mais quand on creuse la question, on se rend compte à quel point c'est un atout, et que cet atout-là permet justement cette unité nationale, permet les réactions et les positionnements de façon tout à fait admirable, et c'est ce qui fait que lorsque je reviens sur le mot d'autodétermination que certains ont cessé de brandir, lorsque j'ai eu en 2021 la chance d'être aux observations aux élections législatives et régionales, les résultats de 67% à Darla ou les résultats de 64% à Guelmim et autres, c'est plus que de l'autodétermination. Je veux dire, c'est la preuve claire qu'un peuple s'est librement derrière l'isoloir positionné en disant voilà les parlementaires que nous voulons, voilà les élus régionaux que nous voulons, et se reconnaître dans cette marocanité. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Le doute ne peut pas être posé sur cela en tant que tel. Et j'ai eu la chance pendant toutes mes rencontres de rencontrer un certain nombre aussi de Sahraouis qui habitent le pays, mais qui sont des générations descendantes de tribus qui m'ont parlé des évolutions qu'ils avaient connues, y compris des Sahraouis qui ont été membres fondateurs du Polisario et qui ont quitté le Polisario et qui m'en ont parlé franchement, mais non pas en tant qu'ennemis, simplement en termes de clairvoyance intellectuelle, pour dire que oui, il y a eu quelque chose à un moment donné et aujourd'hui on n'est plus dans ça. Et donc ça a pu enrichir ma réflexion, parce que tous, en fait, ont le Sahara au cœur de chaque individu, de chaque Marocain et Marocaine qui vivent ou pas dans les provinces du Sud. Et je terminerai mes propos en disant que le monde est confronté à des défis de toutes sortes et le Maroc ne fait pas exception à ça. Mais dans les trois atouts, j'en ai cité deux, hein, la démographie d'une part, l'unité nationale d'autre part, dans les trois atouts, vous avez un atout aussi qui est cette solide base culturelle et cultuelle. Et ça me paraît effectivement très important de le souligner, parce que cette histoire qui est la vôtre, imprégnée par la philosophie des Lumières andalouses, d'une part, mais d'autre part, sur le plan culturel, par ce sophisme marocain qui permet cet islam modéré, si j'ose dire, tolérant, ouvert à l'altérité, me paraissent des éléments importants, parce que ça entre dans le capital immatériel, j'avais arrivé à le dire, immatériel du Maroc. Et là, on va retrouver, en dehors du cultuel aussi, la poésie en termes de valeur. On va retrouver les expressions artistiques, musicales, les couleurs, tout ce qui est esthétique en termes d'expression. Tout ça, ça vient de cette histoire riche. Et ça, c'est un atout qui fonde, en fait, de solides racines qui permettent de construire aujourd'hui à la fois l'ouverture vers les provinces du Sud et le renforcement plus global du Maroc. Voilà, je ne sais pas, j'ai fait un tour un petit peu de ce qui me venait à l'esprit, mais il y aurait tant de choses encore à dire, mais je ne veux pas monopoliser tout le temps. Voilà. Merci. Merci, cher ami, pour ce beau voyage. Vous évoquiez les couleurs, tout en couleurs, économiques, humaines, de dignité, culturelle également. Et votre souci pour que votre travail touche le plus grand nombre, votre souci d'intelligibilité du texte. Je crois qu'on ne vous remerciera jamais assez pour cette préoccupation tout à fait essentielle. Il n'y a pas plus dangereux que l'ignorance. Merci, cher ami. Alors, peut-être une réaction de quelques minutes, si la ami qui a souhaité réagir. Merci, monsieur le doyen. Je souhaite également remercier chaleureusement, avec l'expression de toute mon estime, monsieur le président de l'association Al-Batroufet, qui m'accorde en fait le redoutable privilège de m'adresser à un auditoire aussi intéressant qu'intéressé.
et dont l'écoute est certainement exigeante. Donc, j'ai évité la rhétorique et essayé de contribuer en tout cas à cet échange par des éléments objectifs. J'ai eu 4 journées entières pour lire l'ouvrage de M. Haidt. On a eu un échange au téléphone. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Et disons, je vais peut-être citer 3-4 points qui m'ont semblé intéressants à partager avec vous et qui peut-être vous inciteront à lire l'ouvrage. Par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc, l'auteur a rappelé que nous avons progressivement recouvré notre intégrité territoriale. Nous avons récupéré Tarfaya en 1958, Sidi en 1969, et par rapport au Sahara, le discours de Feu Sa Majesté Mohamed V, le 25 février 1958, devant les tribus sahraouis à Mohamed El-Ghizlan. Et puis, je parle sous le contrôle des diplomates, n'est-ce pas? Lorsque nous avons adhéré à l'OUA en 1963, nous avons émis une réserve sur l'article qui consacre l'intangibilité des frontières héritées du colonisateur. D'accord? Et je remercie M. Jean-Marie Haidt d'avoir évoqué la conférence de Berlin de 1984, que l'immense Raymond Aron qualifie de péché originel, parce que vous avez des puissances européennes qui, à des milliers de kilomètres des peuples, ont tracé des frontières à la règle, n'est-ce pas? Et donc, forcément, ça a amené des situations qui ont justifié que nous puissions lutter pour recouvrer notre intégrité territoriale. Et bien sûr, à la page 41, il rappelle la marche verte. Et en fait, pour le grand public, la marche verte, c'est une prouesse logistique d'abord, parce que assurer l'eau, 350 000 marcheurs, l'alimentation, la sécurité, l'hygiène, etc., ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Mais, et là je parle sous le contrôle de mes amis internationalistes, j'estime personnellement que la marche verte devrait prendre sa place dans les instruments codifiés par la Charte des Nations Unies entre l'article 33 et 38, qui citent les moyens pacifiques de règlement des conflits. La médiation, les bons offices, etc., jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la Cour internationale de justice. Mais la marche verte a été une immense innovation. Et j'estime qu'on ne devrait pas la considérer comme juste une marche verte. Alors, Monsieur Haidt a dit qu'il a évité une écriture académique, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement départi parce qu'il fallait des références pour appuyer certaines de ses affirmations. Il a travaillé par l'observation sur le terrain, par les entretiens, etc. Mais il y a quand même une bibliographie, il y a plus de 36 auteurs qui sont cités, y compris certains auteurs qui ne soutiennent pas la thèse marocaine. Mais c'est bon de le savoir, d'accord? Et je crois que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui a observé objectivement la situation, qui a fait ses analyses et qui souligne la légitimité dans le droit, ce qui nous permet de dire « Donc c'est parce que nous avons effectivement des juristes, des anthropologues, des politologues, etc., qui ont travaillé sur ça, mais bon, ils souffrent peut-être aux yeux des étrangers du fait d'être marocains et donc leur subjectivité viendrait de leur patriotisme. Bon, donc lorsque nous avons une plume autre, n'est-ce pas, c'est toujours bon à savoir, dans la mesure où il y a une objectivité dans l'expression. Dans la page 62, M. Haidt parle de la régionalisation avancée. Il faut savoir que Feu Sa Majesté Hassan II, quand il avait donné une interview au Monde le 3 août 1988, avait dit qu'il souhaitait l'autonomie régionale dans tout le territoire, à l'image des Landers allemands à l'époque. Il avait utilisé le mot Landers allemand. Et aujourd'hui, quand on lit la loi organique 111.14 relative aux régions, on trouve que vraiment il y a une autonomie extraordinaire qui est accordée
aux régions. Aujourd'hui, elle est limitée essentiellement par les restrictions budgétaires et peut-être par une défaillance en matière de ressources humaines. Mais de jurer, l'autonomie est là. Il n'y a qu'à lire le texte. Monsieur Haït aussi a parlé du capital humain. Et c'est vrai qu'en dehors de la scolarisation, en dehors de la sédentarisation qui a permis aux enfants d'être scolarisés, etc. Moi, j'ai eu le plaisir et la joie d'être impliqué dans des projets au Sahara, le projet avec X-Link sur le câble sous-marin qui va partir de Tintin avec 400 kV vers les îles britanniques. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller de l'Atlantique jusqu'au mont de l'Ouarkziz et puis de Guelmim jusqu'au sud de Dakhla et de voir, n'est-ce pas, non seulement la richesse de notre pays, la diversité, mais également de voir l'évolution humaine. Quand vous savez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, indépendamment du CHU futur, n'est-ce pas, nous avons des classes préparatoires aux grandes écoles à La Une et à Dakhla. C'est absolument extraordinaire et je pense que ça vaut le coup d'être souhaité. Enfin, par rapport à l'infrastructure, notre pays aujourd'hui a une vision du futur, il y a une stratégie, et il y a des stratégies sectorielles, et le tout est à relier, il y a une cohérence. C'est vrai que quand on zoome uniquement sur le mégaport de Dakhla, on peut, mais il faut peut-être prendre du recul et se dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le supply chain management est essentiel dans le monde entier, la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, le Maroc, en cherchant à doubler la voie ferrée, en développant le réseau routier et avec les différents ports qui sont, il prévoit justement de favoriser cette intermodalité des moyens de transport et d'offrir justement à l'Afrique des opportunités extraordinaires, n'est-ce pas, notamment d'accès à l'Atlantique, puisqu'il y a des pays enclavés dont l'économie serait totalement chamboulée, excusez-moi l'expression, si jamais pouvait accéder à la mer. Et notre pays est en train, sous l'égide de notre souverain, d'ouvrir, n'est-ce pas, cette voie aux différents pays africains. Donc, peut-être pour conclure, moi je dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire l'ouvrage. Et chaque paragraphe, en fait, l'auteur nous fournit un prétexte pour rebondir sur autre chose et élargir notre lecture, et je l'en remercie. Il a parlé de l'importance du capital immatériel, que ce soit le tissage de l'khima, que ce soit la poésie hassani, que ce soit la gamme pentatonique de la musique sahraoui, que ce soit le rapport au dromadaire et le rapport à l'espace qui est en particulier. Je pense que là, nous avons un ouvrage qui, si vous voulez, quand on le croise avec ce qu'ont fait nos anthropologues, notamment Serhal Boubrik ou même Odette Dupuy-Godot, qui est décédée à Rabat, etc., on redécouvre en fait cette immense richesse de notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues, pour votre lecture, votre intérêt. Et merci à notre ami Jean-Marie pour la proposition qu'elle a suggérée de la part d'un internationaliste sur la marche verte et la place qu'elle doit avoir dans les instruments internationaux. Voilà, peut-être, Saad Karim, un mot, ما يمكنش هادشي يدوز بلا ما نتصنتو كلمة. لا ضروري ضروري ماشي تفضل. Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le professeur Haït, je suis très touché par les propos que vous avez tenus pour expliquer d'abord le pourquoi de ce livre et ensuite le contenu et comment vous l'avez écrit en
Vous avez vécu des situations sur place, sur le terrain. Et ce qui m'attire beaucoup dans votre livre, le Sahara marocain, il y a beaucoup de livres qui s'intitulent le Sahara marocain. Mais le sous-titre interpelle, terre de lumière et d'avenir. Et ça compte énormément pour nous Marocains, parce que notre roi fait en sorte que tout le pays se développe, que le Sahara marocain soit la plateforme qui va pouvoir transmettre et recevoir du nord et du sud. Et il n'a pas hésité à parler de lumière qui part de ce Maroc, comme j'avais dit un jour à Sa Majesté Hassan II, qui s'inquiétait de ce qui se passait tout autour, puis il a posé la question, pourquoi ? Pourquoi on en veut à ce Maroc qui se développe, qui se construit, qui donne l'exemple dans la région, qui se démocratise, très important, dont l'islam est pratiqué et vécu de façon correcte, qui permet une tolérance absolument fantastique, une vie entre citoyens et population, quel qu'il soit. Le seul lien et le plus fort lien qui les relie et qui les unit, c'est l'appartenance à cette terre, mais également cette allégeance à la couronne alaouite qui fait en sorte que ce pays reste debout malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Et j'ai dit, Majesté, c'est un pays qui étonne. Voilà, tout simplement. Alors, et puis, comme vous le dites si bien, c'est une terre d'avenir. Il est certain que ce qui se fait actuellement dans le Sahara marocain peut être considéré comme un exemple de réussite. Tout est bien pensé, tout est bien structuré, tout est bien réalisé. Et ça, on le doit encore à Sa Majesté, Mohamed VI, parce qu'il veille personnellement à tous ces plans de développement de ces régions, comme il le fait d'ailleurs pour les 11 autres régions du royaume. Vous avez prononcé un mot que j'ai beaucoup aimé, quand vous avez dit, monsieur le professeur Ait, que dans le livre, il n'y a pas que l'économique, mais il y a également le culturel et le cultuel. Et ça, c'est extrêmement important. Là, je termine avec cette histoire que j'ai vécue personnellement et que l'association a mis en route depuis 4 ans. J'ai fait la route, la Lyon Smara, en 1982. La route était mauvaise, il n'y avait pas âme qui vive,
Et puis à l'arrivée de Smara, à quelques kilomètres, je vois un couple d'oiseaux. Les deux seuls éléments vivants que j'ai vus dans toutes ces routes. Et j'ai dit à mes amis qui étaient avec moi, je crois que ces oiseaux veulent nous amener à Smara. Mais Smara doit être quelque chose de particulier. Et effectivement, quand j'ai visité Smara à l'époque en 82, et il n'y avait rien du tout, mais il y avait les zaouïas qui étaient très actives. Il y avait les bombardements, évidemment, des adversaires. Il y avait des mines dans les terres et on devait faire très attention pour ne pas avoir d'accident. Et là, nous étions évidemment bien encadrés, mais ce qui m'a le plus attiré dans cette terre de Smara, c'est son côté cultuel, d'abord et avant tout. Et je peux vous dire que c'est une région que depuis le temps, je trouve absolument admirable sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Et il y a 4 ans, on a eu l'idée ici, parce que nous avons fait énormément, l'association a fait énormément d'événements dans les provinces du Sud. Et je me suis rappelé de ce voyage avec ces 2 oiseaux qui nous ont accompagnés jusqu'à... Et je me suis dit, cette terre de Smara, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, on peut faire quelque chose sur ce plan-là. Et on a lancé l'idée de faire de Smara un centre de réflexion sur la convergence des religions et des cultures. Nous avons commencé, nous avons fait déjà 2 éditions en 2 années successives et nous sommes en train de préparer la 3e. Et je peux vous dire qu'il y a eu une demande très forte, mais cette fois-ci de l'étranger, parce que tout ce qu'on faisait comme manifestation dans les provinces du Sud, et même ici maintenant, passait en direct. On faisait en sorte que tout passait en direct par Facebook ou je sais pas, enfin les réseaux. On a reçu beaucoup de demandes d'Amérique latine, du Canada, de l'Europe évidemment, tous les pays européens, quelques pays arabes et musulmans, et évidemment pas de l'Algérie. Ça c'était Et là, nous sommes en train de... Et donc, il y a ce besoin, et cette terre de Smara convient absolument à cette démarche culturelle et de tolérance entre les hommes et les femmes de cette terre. Merci 1000 fois, professeur. Merci, Dial Krim. Peut-être une réaction ou 2, si vous souhaitez. Monsieur Simo Tfadal.
Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur Jean-Marie Hed, tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à notre cause nationale et s'intéresser au Maroc et à des régions du Sud. Et je peux vous dire, c'est les militaires disent qu'au pain à celui qui partage le pain avec eux dans les guerres. Moi, je peux dire que vous êtes le chercheur qui partage avec moi le souci de m'intéresser au sud du Maroc. J'ai publié en tant que directrice des archives royales un ouvrage sur le Sahara marocain à travers les archives royales en 3 tomes. Et M. Benani m'a honoré de me donner l'opportunité de parler du Sahara oriental et qui a suscité beaucoup d'intérêt des intellectuels et surtout de nos voisins. En tout cas, en vous remerciant pour votre effort qui est fourni pour nous donner ce beau ouvrage qui parle du présent. Il complète ma réflexion. Moi, j'ai parlé en tant qu'historienne du passé. Mais j'ai quand même 3 remarques à vous dire. Vous avez parlé de cette relation énergique avec l'Angleterre et je voudrais vous rappeler, si vous permettez, que le Maroc a toujours joué pendant l'âge d'or, c'est-à-dire le Maroc médiéval, le médiateur commercial pour transporter l'or à toute l'Europe à ce moment-là. Et il était en quelque sorte le vecteur économique pour la création de quelques bourgeoisies en Europe, notamment dans les États italiens, à l'Angleterre, au sud de la France et en Espagne. Donc c'est grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI, avec tous ses efforts qu'il a fournis depuis qu'il est arrivé au trône alaouite, et il n'a pas cessé de créer beaucoup d'espaces culturels avec l'Europe aussi. Donc nous sommes pour nous, c'est un Maroc qui retrouve sa place historique. Deuxième chose, pour la question, vous avez dit qu'il y a des Français qui ne comprennent pas l'allégeance. Moi, je ne vous cache pas que j'ai publié un ouvrage sur Al-Bay'a Mitaqun Mustamir, un pacte permanent entre le roi et le peuple, et je n'ai pas cessé d'interpeller et d'appeler plutôt tous mes étudiants et tous les chercheurs de ne pas traduire Al-Bay'a par allégeance. Parce que nous sommes un régime législatif et nous ne sommes pas théocratiques. Nous, notre souverain, nous le respectons, nous le vénérons, mais il n'est pas considéré comme un dieu d'après l'allégeance. Donc c'est pour cela j'appelle à ne pas traduire Al-Bay'a par allégeance parce que ça la vide de son sens initial et législatif. Troisième remarque que j'ai, vous avez parlé de la stabilité et vous avez parlé que de la Bay'a. Vous savez très bien, si Nani a évoqué ça, que le régime marocain il est fondé sur des fondements spécifiques et spéciaux. Le premier, c'est le rythme liquide. Le deuxième, c'est la doctrine ash'arite. Le troisième, c'est le sophisme sunnite. Et la quatrième, c'est Imarat al-Mouminin. Et c'est la garante de toute stabilité. Et c'est pour cela que le Maroc est connu, l'État marocain est connu par son ancienneté, sa stabilité et sa durabilité. Merci. Merci, professeur Maïjasimo. Monsieur le doyen, tu souhaites réagir? C'est Abadi. Comme il y a un direct, il vaut mieux peut-être se présenter, être debout. Merci. Dernière intervention avant de lever la séance. Merci. Moi, je voulais intervenir par rapport à mon ami Jean-Marie, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ce matin à Casablanca.
Inch'Allah. Donc pourquoi je dis ça? Je voulais dire à Jean-Marie que je réécoute ce que vous avez dit ce matin et c'est pas en lui, au contraire. C'est un plaisir de réécouter. On vous a eu ce matin, l'après-midi, c'est toujours agréable à écouter parce que la manière de présenter, ça c'est d'une part. Deuxièmement, l'intérêt de cette présentation. Ce n'est pas la présentation pour la promotion du livre. C'est une présentation pour la promotion des provinces du Sud, pour les Marocains. Parce que les Marocains ne connaissent pas bien les provinces du Sud. J'ai été ce matin, au début de ce mois, j'ai été pendant une semaine à Laayoune. Mais j'ai été surpris de découvrir un petit Casablanca au sud. C'est une ville prospère sur le plan économique, culturel, et puis un brassage de la population. J'ai demandé aux autorités locales comment ça se fait, on ne trouve pas assez de Sahraouis de souche. Ils m'ont dit les Sahraouis sont remontés au Dakhil et les gens de Dakhil sont venus là. Donc il y a eu... Et c'est devenu une ville, un pôle de développement, de croissance du Sud. Ça d'une part. Troisième, on doit savoir aussi que, à travers la présentation de Jean-Marie, qu'il y a un renversement de la pyramide. Aujourd'hui, après 10 ans de présentation du plan de développement des provinces du Sud que Sa Majesté avait dit, aujourd'hui, après 10 ans, le Sud est devenu une locomotive de développement. C'est-à-dire, et on l'a dit ce matin, on consomme des produits ici qui sont fabriqués, produits dans les provinces du Sud. Et ça, je pense, c'est tout l'intérêt de cet ouvrage, de cette manière de présenter. Donc, merci encore une fois, Jean-Marie, et à demain, Inch'Allah. Ah voilà, oui, c'est le monsieur qui a la main là-bas, merci. Juste dire à ces propos, oui madame, je suis tout à fait d'accord et pardon d'avoir fait preuve d'un simplisme de vocabulaire en prenant ce mot d'allégeance qui est d'abord plus facile à prononcer mais qui en enlève le sens et vous avez tout à fait raison, voilà, j'en ai pleinement conscience. La difficulté, c'est que je pense que si ça ne fait pas l'ombre d'un doute, quand vous le prononcez à sa juste valeur, à sa juste place, ça n'a pas le même écho, même si ça le fausse pour vous. Voilà pourquoi j'ai eu ce dilemme. J'avais effectivement pris connaissance de cet écart que vous évoquez si bien. Mais bon, j'ai pris cette option-là de le laisser, mais je serai vigilant à l'avenir que, au moins dans le langage oral, je ne l'utilise pas en allégeance, mais bien en baïa. Et j'y verrai demain, puisque d'autres seront là, demain à l'université, pour être vigilant par rapport à ça. Et pour les autres points que vous avez évoqués, oui, effectivement, on ne peut qu'abonder dans le sens de ce que vous avez partagé. Merci. Merci Jean-Marie, merci chers collègues. C'est Elkrim Benani, notre président, merci beaucoup. Merci à l'assistance et on pourra continuer l'échange demain à 16h à la faculté de droit de Rabat Agdel. Merci beaucoup. Merci.